Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. C'est Gambetta qui s'exprime ainsi, pendant un banquet à Lille, le 15 août 1877. Il est en pleine campagne législative, après la dissolution de la Chambre des députés par le président de la République, MacMahon. Gambetta se dit sûr de la victoire électorale. Et il prédit que, en raison de son implication personnelle dans la campagne, le chef de l'État ne pourra pas rester à l'Élysée. Cette histoire célèbre prend sa source quelques années plus tôt. En 1870, la guerre contre la Prusse et les autres États allemands est un désastre pour la France. Après un armistice avec Bismarck, les Français élisent en février 1871 une Assemblée nationale en majorité monarchiste. Ces partisans de la monarchie constitutionnelle sont divisés en légitimistes et orléanistes. En 1873, ils confient le pouvoir exécutif au maréchal de MacMahon, monarchiste de cœur. Il lui accorde le titre de président de la République pour un septennat et des lois constitutionnelles sont adoptées pour organiser les pouvoirs publics. Arrivent les législatives suivantes, en 1876. Les républicains forment la gauche de l'époque. Ils sont répartis en plusieurs courants de pensée. Or, ils obtiennent la majorité en voix face aux monarchistes, 4 millions de voix contre 3 200 000, et ils triomphent en sièges, 339 contre 194. Que va faire le chef de l'État ? MacMahon veut nommer un chef de gouvernement qui conviendrait à la fois à lui, président de la République, et aux députés. Il appelle le plus modéré des leaders de la gauche, le républicain Jules Simon. Avec un tel homme, il devrait être possible de s'entendre, estime MacMahon. Les républicains modérés seront satisfaits de voir Jules Simon président du Conseil. C'est comme ça qu'on appelait le chef du gouvernement à l'époque. Et les orléanistes, de leur côté, pourraient arriver à des compromis avec lui. Jules Simon se présente donc devant les chambres et il se déclare d'ailleurs, je cite, « profondément républicain et profondément conservateur ». Il obtient la confiance des députés. Du point de vue de MacMahon, tout va bien. C'est là qu'intervient Gambetta. Au sein des leaders républicains de l'époque, Gambetta occupe une place à part. Plus à gauche que Jules Simon, et même que Jules Ferry, Gambetta est surtout un tribun. Il s'épanouit face à la foule. Petit-fils et fils de quincailliers italiens installés à Cahors, dans le Lot, Gambetta a opté pour la nationalité française à 21 ans. Ardent patriote, avocat, député républicain radical dès 1869, Gambetta participe à la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Puis le voilà ministre de l'Intérieur et de la Guerre dans le gouvernement de la Défense nationale, qui a choisi de continuer la lutte contre l'envahisseur allemand. Cette personnalité, à l'époque, n'inspire pas un respect unanime. Beaucoup, à droite, tenaient Gambetta pour un irresponsable, qui avait prolongé une guerre déjà perdue, pour assurer la légitimité des républicains à gouverner le pays après la paix. Mais la puissance du patriotisme à l'époque était telle que, pour de nombreux Français, Gambetta restait l'homme qui avait sauvé l'honneur avant de se résigner à la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine.
Élu député une fois la paix conclue, en 1871, il sillonne l'Hexagone pour prononcer des discours dans des banquets organisés par des amis politiques aux 4 coins du pays. Gambetta y gagne un nouveau surnom. On l'appelle le commis voyageur de la République. À chaque meeting, les sympathisants font des kilomètres afin de le voir, l'écouter, l'applaudir. Or cet homme, face à MacMahon, en cette année 1876, est décidé à en découdre. Après la victoire des Républicains aux législatives, Gambetta veut réduire le chef de l'État à un rôle purement symbolique. À ses yeux, le gouvernement doit procéder des chambres, être responsable devant elles seules et n'a pas de compte à rendre au président de la République. Bref, le tribun est déterminé à imposer une interprétation parlementaire des lois constitutionnelles qui viennent d'être adoptées. Pour resserrer les rangs républicains autour de lui, Gambetta désigne l'ennemi d'une grande partie de sa famille de pensée, l'Église, et même les catholiques en général, et il les attaque violemment. Le 1er mai 1877, au Palais Bourbon, il s'exclame « Le cléricalisme, voilà l'ennemi !» La gauche, ressoudée, l'acclame. Puis, Gambetta saisit tous les prétextes pour affaiblir Jules Simon afin de prouver que le chef du gouvernement n'est rien sans l'appui des députés. Le 16 mai 1877, MacMahon reproche à Jules Simon son manque d'autorité sur les parlementaires. Le président du Conseil, s'estimant désavoué par le président de la République, démissionne. MacMahon ne le retient pas. Il appelle pour lui succéder un orléaniste, le duc Albert de Broglie, sénateur. Mais les députés républicains, majoritaires au Palais Bourbon, refusent d'entrer en rapport avec le nouveau président du Conseil. C'est le blocage institutionnel. Le président de la République dissout la Chambre des députés, c'était son droit, et convoque des élections législatives. La campagne électorale dure 3 mois et demi. Elle va passionner la France. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.